Mad Max, why don't you Call him Mad Max. show yourself out, man? Call them Mad Max. Mad Max, master of the ground and pound. Every revolution starts with a moment like this, man. Radio Mad Max. Radio Mad Max, la radio des chiens de la Cax. Radio Mad Max, la radio des chiens de la Cax. Donc, nous allons discuter de la question de l'utopie, de la question de l'utopie et du travail, donc d'une perspective contre le travail et de réfléchir à partir de l'utopie. Qu'est-ce que l'utopie permet dans une perspective contre le travail ? Quel mode de critique est-ce que l'utopie offre ? Et mode de rêverie et d'imaginaire aussi. Pour cette émission, nous sommes accompagnés de Léon de Matisse, auteur de l'ouvrage Utopie 2021. Ok. Un problème sur la notion d'ouvrage. et donc qui va nous accompagner. Parce que ouvrage, ça veut dire torture en grec. Ok, bon, de ce livre. Qui va nous accompagner pour cette discussion. Je sais pas, peut-être tu veux te présenter plus ou le livre. Ouais, du coup c'est un livre en 3 parties. Qui essaye de réfléchir à la question de l'utopie. Une première partie qui est un exemple entre guillemets d'utopie. Une deuxième liée au moment révolutionnaire. Et une troisième qui se concentre plus sur les luttes du présent, donc en 2021, et différentes perspectives et interventions qu'elles offrent. Voilà, 2021 ou 2023. Ça s'appelle Utopie 2021, mais j'espère que c'est pas complètement obsolète 2 ans après. Donc effectivement, la troisième partie parle des luttes et de ce qui... De la manière dont on peut les considérer pour voir ce qui pourrait aller au-delà d'elles-mêmes. Enfin, comment elles pourraient aller au-delà d'elles-mêmes, effectivement. Donc c'est aussi, même si c'est très général et comme c'est un livre assez court, très, très abstrait, j'ai envie de dire, donc ça parle évidemment pas du mouvement en cours, ni en fait ça prend quelques exemples de mouvements, mais ça les développe pas du tout. C'est plutôt une espèce de rapport à une notion très générale de lutte et de dépassement, de ce qui dans les luttes, de rechercher ce qui dans les luttes peut amener leur dépassement. Donc évidemment c'est une question qui n'a pas été créée par ce livre, hein, qu'on se pose depuis longtemps, et qu'à chaque mouvement on peut se poser, se reposer, voilà, de la même manière, quoi. Est-ce que le dépassement de ce qui se passe actuellement n'est pas peut-être une accentuation de la question du travail par rapport aux différentes perspectives et revendications qui ont été ouvertes dans le mouvement ? Moi, je crois que la question qu'on pourrait se poser là, à partir de la notion d'utopie en lien avec ce mouvement, ce serait de savoir... est-ce qu'il y a des perspectives utopiques qui se déploient ? Je ne pense pas. Du coup, peut-être de réfléchir à pourquoi il n'y en a pas. Et le corollaire de cette question, ce serait est-ce qu'on aspirerait à ce qu'il y en ait ? Est-ce qu'il y aurait un besoin d'utopie ? Par ailleurs, je pense aussi que ce serait bien qu'on aborde la question de savoir dans quelle mesure... Enfin, qu'est-ce que les utopies racontent sur le rapport au travail ? Parce que je pense que souvent, dans les constructions utopiques, la critique théorique, énoncée, abstraite du travail se cogne à une espèce d'effet de réel, de la difficulté à imaginer ce que serait un monde sans travail, puisque c'est ça l'utopie, c'est l'idée d'imaginer un monde qui aurait sa cohérence et qui fonctionnerait. Et du coup, la question du travail dans l'utopie, elle est un peu en soi déjà intéressante à observer et à traiter. Alors après, moi, pour peut-être préciser ce que je voulais dire, c'est vrai que quand je parle des mouvements dans la troisième partie du livre,
cherche pas forcément qu'est-ce qui pourrait s'exprimer en tant que tel de manière utopique dans ces mouvements-là, parce que c'est sûr que par exemple dans un mouvement contre la retraite à 64 ans, c'est un peu dur de trouver ce genre d'expression malheureusement. Non, c'est vraiment, au fond là, l'utopie elle est plutôt dans le regard de ceux qui essayent d'analyser le mouvement, mais pour y être, pour y agir et pour y faire quelque chose, c'est-à-dire comment est-ce que ce mouvement-là d'une manière ou d'une autre sort d'un cadre, disons un cadre un peu attendu. Et dans ce cadre un peu attendu, un mouvement social et la lutte de classe en général, elle remet pas autant en cause le capitalisme que ça. Elle a plutôt aussi tendance à le reproduire en fait par bien des manières. Donc comment à un moment donné, ce cadre-là, il paraît possiblement attaquer, éventuellement il est possible d'en sortir ou pas. Et c'est ça en fait, se poser cette question-là, c'est se poser la même question que qu'est-ce que pourrait être un monde sans argent et sans État. C'est ça que je veux dire en fait. Le lien, il est là, il est dans la manière dont on analyse les luttes, mais on ne les analyse pas juste pour le plaisir de l'analyse, on les analyse pour y faire quelque chose éventuellement, pour y être en tout cas, et pour en y étant, se dire voilà, qu'est-ce qui pourrait faire que ça devienne un peu autre chose que ce que c'est. Que ça soit donc pas juste une lutte sur les 64 ans, les 62 ans, les 61 ans et demi, que ce soit quelque chose qui porte peut-être effectivement la question du travail. On parle de retraite, donc de gens qui ont travaillé, donc qui arrêtent de travailler, mais pourquoi ils ont travaillé avant, des choses comme ça. C'est ça que je veux dire. Hein. Voilà, pour moi, il est là. Elle est là la question de l'utopie dans le rapport aux luttes actuelles. Elle est qu'est-ce que c'est ces luttes, comment elles sortent de leur propre cadre et elles sortent finalement du coup elles peuvent potentiellement, parce qu'il y en a plein qui ne le font pas évidemment, comment elles pourraient potentiellement sortir du cadre de la reproduction des catégories. Capital. Elles peuvent potentiellement. Catégorie du capital. Comment elles pourraient potentiellement Catégorie du sortir capital. du cadre de la reproduction des catégories. On peut repartir après un problème. Et je sais plus, de pardon, coupure. du coup, et de quoi je causais. Bah, t'étais en train d'introduire le fait que l'utopie peut servir, si elle peut servir à quelque chose dans le mouvement actuel, à en comprendre les freins, à mon avis, c'est ça que je comprenais dans ce que tu disais, Ouais. et comprendre de quoi le mouvement ne réussit pas à sortir encore. Ouais. Et De- comment il pourrait en sortir Voilà. surtout. Enfin, c'est de quoi- aussi sur qu'est-ce quoi que il nous, bute. dans quoi est-ce qu'on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie d'y faire, qui dans notre esprit est quelque chose qui pourrait le faire sortir de son cadre, de son train-train, on pourrait dire. Hein. Enfin voilà. Moi, ça me fait me poser tout de suite, quand tu dis ça, la question de la démocratie pour le mouvement actuel. Parce que s'il a commencé sur la question des retraites, sur plusieurs réformes qui passaient en ce moment autour de la question du travail, par le chômage, le RSA, voilà. Ça s'est transformé après le 49-3. Ça a quand même cristallisé pas mal la question des revendications, la question de l'opposition, les dates, les lieux. C'était ça qui happait quand même pas mal, ou centralisait, on peut dire, les formes de révolte qu'il y a eu. Et pour moi, c'est le frein énorme de la démocratie qui se pose là et qu'il faudrait commencer à imaginer de pouvoir débloquer et affronter. Et moi j'ai l'impression que la question de l'utopie, juste, elle permet d'aller au-delà de la démocratie. Et je trouve que la démocratie c'est souvent un frein qui fait que souvent les gens n'arrivent pas à imaginer d'autres perspectives ou d'autres formes d'organisation qui ne soient pas démocratiques, en pensant immédiatement que ce serait ou une prise de pouvoir. Par ailleurs, même les gens qui élaborent cette perspective-là sont pas toujours anti-autoritaires, loin de là, et que même d'ailleurs la démocratie elle est souvent utilisée comme clé ou verrou par les partis politiques, justement contre ces gens-là, avec l'accord et l'appréciation des gens qui pensent que la démocratie évite la prise de pouvoir, justement se servent de ces formes démocratiques-là pour prendre le pouvoir sur les luttes et pouvoir organiser les assemblées ou les décisions d'action comme ils le souhaitent. Et ça, je pense que c'est aussi parce que la démocratie, pour le coup, elle est présentée assez souvent comme une sorte d'utopie, donc quelque chose vers lequel on tendrait tout le temps. C'est un peu l'arnaque de la démocratie qui fait que ça bloque complètement, oui, comme la fin de l'histoire, que ça bloque complètement nos imaginaires et que ça les oriente vers la perspective de tout le temps réformer la démocratie actuelle. Et c'est ça qui se passe en ce moment avec
le mot d'ordre de déni de démocratie qui essaie de catalyser un peu toute la colère. Après, pas d'action, moi je suis pas d'accord avec ça. Enfin, je pense que de fait, la CGT, les partis, etc., ils organisent des actions. C'est juste que c'est les centrales syndicales et les partis qui décident si oui ou non il y a une action à faire à ce moment-là, etc. Et voilà, en gros, c'est plutôt décider quand elles ont lieu ou quand elles n'ont pas lieu. Après, par cadre, moi j'ai justement une espèce de... Enfin, c'est un terme très général qui peut désigner tout aussi bien une sorte d'encadrement idéologique, effectivement, que quelque chose de très matériel et de très précis, qui est par exemple l'action des syndicats ou l'action des organisations politiques ou des organisations même parfois auto-organisées, mais tout aussi, en réalité, tout aussi autoritaires. Et cette distinction, je la fais là dans l'esprit, mais évidemment, ça va ensemble concrètement. C'est-à-dire que l'aspect idéologique, l'aspect d'intervention pour encadrer le mouvement et une forme d'auto-encadrement des gens aussi. Et là, on parle d'un niveau d'imaginaire qui est bloqué. Tout ça se fonctionne en même temps. Et sortir du cadre, finalement, c'est que toutes ces choses-là puissent être attaquées soit tout ensemble, soit l'une plutôt qu'une autre, j'en sais trop rien. Mais pour faire que ça ébranle un peu cette constitution globale à tous ces niveaux, idéologiques, matériels, etc., de l'encadrement des luttes. Voilà. Et c'est ça Et à chaque fois, je pense que pour moi, c'est la spécificité d'un certain type de manière d'agir, d'avoir toujours cherché dans différents mouvements très différents, parce que nés de revendications différentes, dans des conditions différentes, avec des acteurs qui ne sont pas forcément les mêmes, d'avoir toujours cherché dans tous ces types de mouvements, qu'est-ce qui pouvait sortir on va dire, d'un mouvement attendu avec des revendications raisonnables et des modes d'action eux aussi raisonnables ou légaux, ou en tout cas, ou même quand ils sont illégaux, qui restent dans une certaine limite en fait. Sur le truc que disait Puck tout à l'heure sur le rapport entre démocratie et utopie, et dans le cadre d'un mouvement, et en quoi ce rapport peut avoir quelque chose à voir avec ce qui cadre l'inventivité ou l'autonomie des luttes. Je pense qu'effectivement la démocratie, elle a cette spécificité d'être à elle-même son propre horizon utopique, enfin de se présenter comme étant elle-même son propre horizon utopique, et du coup d'encadrer complètement la critique qui peut être faite de l'état actuel des choses par une utopie préfabriquée qui n'en critique que par exemple l'utopie de la démocratie directe, qui n'en critique que des aspects très formels et superficiels, et du coup de boucher l'horizon qui est l'horizon que peut ouvrir qui peuvent s'ouvrir dans des perspectives utopiques, de boucher l'horizon d'une critique plus radicale, plus complète, moins superficielle. Et c'est peut-être pour ça aussi que je pense que on peut trouver que s'émouvoir du 49.3 c'est un peu léger, parce que le 49.3 fait partie de l'arsenal législatif démocratique, et que c'est pas un déni de démocratie d'utiliser le 49.3, etc., etc. Mais j'ai quand même l'impression que le fait que le mouvement ait changé de forme et changé de niveau d'intensité clairement à ce moment-là, ça peut être intéressant sur le fait que c'est comme si s'ouvrait la possibilité d'une critique du fonctionnement démocratique, qui a toujours le risque de tomber dans le fait de dire que c'est pas une démocratie, c'est une dictature, et donc c'est ça qui est l'espèce de porte de sortie qui fait qu'on remet plus en cause la manière dont ça fonctionne. Oui, mais je pense pas que les gens qui sortent de chez eux pour aller faire des manifs sauvages, enfin en tout cas qui sont sortis de chez eux pour aller faire des manifs sauvages tous les soirs, etc., sont dans cette... je pense qu'il y a eu... ça a plus agi comme une espèce de verrou qui a sauté, de libération, de possibilité un peu libératoire d'agir contre le système en place, qui est le système démocratique, et que c'est compliqué et assez rare les moments où on sent que les gens ont cette possibilité ouverte de pouvoir agir contre le système en place un peu globalement et un peu
un peu radicalement, quoi. Et c'est un peu ça, c'est un peu ça qui fait penser qu'il y a un contexte, qu'il y a quelque chose de révolutionnaire, qu'il y a un vent révolutionnaire qui souffle un peu, quoi. C'est qu'il y a à la fois ces grèves qui perdurent, qui s'intensifient, avec y compris récemment la CGT qui est mise en porte-à-faux par ses propres troupes sur ses ordres d'arrêt des grèves, etc. Il y a à la fois ça et à la fois cette espèce de pratique de la manif sauvage, pas du tout encadrée, pas du tout déclarée, qui réunit des gens hyper variés qui sont pas du tout des habitués de sortir le soir faire des trucs bizarres, quoi. Mais par contre, tu vois, quand on parle de cadre, pour moi, il y a dans ce mouvement, en plus, bien évidemment, quelque chose qui a été très très fort dès le début, c'est l'encadrement syndical. Et en fait, pour le moment, et c'est toujours des choses qui sont ambivalentes et qui sont en train de se jouer un peu comme une pièce qui est lancée, qui peut retomber d'un côté ou de l'autre. Mais pour le moment, y compris la rage ou la colère qui s'est exprimée après le 49.3, n'a pas vraiment dépassé le cadre syndical, parce que les syndicats ont joué un truc très politicien, bien sûr, mais qui est de dire, en gros, on ne cautionne pas les violences, mais on vous l'avait bien dit, ça arrive parce que vous, le gouvernement, vous n'avez pas assez négocié avec nous. Et c'est vraiment leur attitude depuis une semaine, c'est un espèce de jeu comme ça, où le débordement de la manifestation, c'est-à-dire le débordement aussi de leur encadrement, en fait, au sens strict, reste quand même d'une certaine manière dans leur encadrement, parce qu'ils le rattrapent de cette manière-là. Et ils rétablissent comme ça leur espèce de légitimité vis-à-vis du pouvoir, en disant, c'est vraiment le discours de Berger, mais aussi de Martinez et compagnie, en disant, regardez, vous ne nous avez pas accordé des choses, du coup, nous, on ne peut plus tenir nos troupes, enfin, on ne peut plus tenir les manifestants, du coup, ça casse. Et c'est vraiment... Mais on n'est pas d'accord avec cette violence, mais du coup, ça casse. Donc, ils restent quand même dans le jeu avec ça. Et ça, par exemple, c'est assez typique de la manière dont c'est très difficile en fait qu'un mouvement sorte de ces cadres, parce que même quand il commence à le remettre en cause, il y a toujours une manière pour ces cadres-là de continuer à exister et à, au fond, essayer de donner un sens à ce qui se passe. En fait, en gros, ce qui peut se passer maintenant, c'est le jeu entre Berger et Macron. L'un des deux cède un peu, et puis ensuite, voilà, on revient au centre et on dit, bon, ben, finalement, les violences maintenant sont plus légitimes et blablabla. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'on peut parler de démocratie, évidemment, on peut parler d'État, on peut parler de syndicats, on peut parler de toutes sortes d'idéologies. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très vaste, évidemment, parce que c'est un rapport social, c'est le capitalisme. Donc cet encadrement des luttes, il est extrêmement puissant. Il ne peut éclater que parce qu'il y a des choses qui se passent, de l'activité, de l'action, des gens qui s'investissent, qui font des trucs. Mais même ça suffit pas. Il faut aussi, je sais pas, c'est comme une sorte de sortie de route en fait. C'est un peu un moment où voilà, et d'une manière ou d'une autre, le mouvement s'échappe par certains aspects. Évidemment, ça c'est jamais total et absolu, mais par certains aspects, il s'échappe de ce truc-là. Et bien sûr que tout le monde a constaté qu'il avait changé de nature depuis le 49.3. Après, il n'est que passé à une nouvelle étape qui reste aussi très encadrée par la démocratie, par les syndicats de cette manière un peu qu'ils ont là de jouer ce jeu-là, et par encore plein d'autres trucs, quoi. Et j'ai l'impression aussi que la question de l'utopie, enfin là où elle pose quelque chose d'intéressant, notamment, enfin pour le coup sur l'aspect plus imaginaire, rêverie, réflexion autour d'un monde qui ne serait pas le capitalisme. Ça permet aussi, même si bien sûr il y a quand même cette idée dans l'utopie que le monde qui est rêvé, imaginé, ne sera jamais, n'est pas ce à quoi ressemblera le monde après la Révolution, puisque c'est pas, l'idée de l'utopie n'est pas de faire un programme, même si ça a pu l'être, notamment chez les socialistes utopiques, etc., avec la volonté d'appliquer l'utopie, mais encore sous le capitalisme pour le coup. Mais que ça ouvre un champ vers la possibilité d'une destruction du capitalisme un peu pensée, rêvée, imaginée, quoi. Et que j'ai l'impression que l'absence de ce discours ou de
ces élaborations-là, c'est peut-être aussi quelque chose qui manque pour qu'existe plus la perspective révolutionnaire aujourd'hui. Pardon, non, juste pour dire que moi je pense que c'est en fait lié à l'absence de critique radicale aussi en fait de la société du capitalisme. C'est-à-dire qu'en fait, comme les critiques ne manquent pas, voire à la limite presque tout le monde maintenant est critique du capitalisme si on veut, d'une certaine manière, voire même à l'extrême droite et un peu partout, en tout cas d'un certain libéralisme actuel que seul Macron continue à incarner. En fait, en même temps, toutes ces critiques sont tronquées, toutes ces critiques sont ultra superficielles, toutes vont en fait attaquer un espèce d'aspect de trop de finances, pas assez de ceci pour les travailleurs, pas assez voire de choses même très réactionnaires, pas assez de production locale, de production française et tout ce qu'on veut. Donc voilà, et du coup, je pense que l'absence effectivement d'imaginaire qui soit un imaginaire vraiment d'une autre société, qui ne soit pas une société capitaliste, donc qui soit une société sans argent et sans État, elle va tout à fait avec de toute façon l'absence de critique radicale de ce monde et le fait que dans ce qu'on a bien envie d'appeler le spectacle parfois quand même, ce qui est présenté comme radical, c'est, j'en sais rien, Mélenchon et des gens qui sortent des trucs qui sont à peine critiques de ce qui existe, quoi. Donc il y a aussi ce jeu-là, en fait. On est une espèce d'expulsion de toute façon de toute critique un peu réelle, en fait, du mode de production capitaliste. Et donc, du coup, évidemment toute expulsion de l'imaginaire d'autre chose. Et je ne sais pas si ce qui manque, c'est la critique, parce que en soi, on va dire l'utopie, c'est la partie positive de la critique, quoi, où c'est ce qu'on s'autorise à rêver haute, et ce qu'on s'autorise à rêver après la révolution, on va dire. Et la critique, c'est qu'est-ce qu'on critique de ce monde actuel. Et je pense que là où l'utopie est intéressante et permet de la perspective révolutionnaire, c'est que la critique à elle-même, mais après ça se discute, mais la critique à elle-même, j'ai l'impression qu'elle ne permet pas en soi ça va être bizarre, mais de s'autoriser à vouloir la révolution, quoi, et que l'utopie permet ce passage-là, quoi, de la critique, et que c'est pas la critique en soi qui suffit, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, c'est assez clair. Effectivement, l'utopie, c'est passer un cap. En fait, la critique, elle est forcément enfermée dans les limites de ce qu'elle critique d'une certaine manière, puisqu'elle peut critiquer aussi radicalement qu'on veut. Elle va toujours, son objet de pensée, c'est ce qui est en face d'elle et ce qu'elle critique. L'utopie, elle fait un pas de côté et elle je sais pas quoi, elle saute un cap. Après, le cap qu'elle saute, c'est le cap qui est justement intéressant, et c'est pour ça que l'utopie, elle parle pas de révolution d'une certaine manière non plus. En fait, la critique parle pas de révolution, l'utopie parle pas non plus de révolution. Mais c'est peut-être pas plus mal qu'on ne puisse pas parler de révolution sérieusement, puisque la question c'est l'affaire en fait, et que si on en parlait avec les catégories qu'on a dans ce monde, et on parlerait pas de la révolution en fait. Mais je pense que c'est vrai ce qu'il disait, que la critique elle a son rôle, mais elle reste dans l'objet, elle reste centrée sur l'objet qu'elle est en train de critiquer, et que l'utopie est ailleurs, quoi. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. L'utopie aussi, elle reste dans les termes de ce qu'elle critique, précisément. Simplement, effectivement, elle s'autorise à imaginer que ça n'existe plus. Donc, il y a un petit pas, effectivement, ce petit pas-là. Mais malgré tout, elle reste dans les termes de ce qu'elle critique. Et donc, c'est pour ça que... Oui, non, mais elle l'imagine, tu vois. Elle imagine le pas que quelque chose se passe qui fait qu'il y a eu la révolution. Mais elle reste quand même dans les catégories qu'elle critique. Et ça, c'est pas grave, parce que de toute façon, la révolution commence dans les catégories qu'on critique. Et puis c'est précisément parce qu'il se passe quelque chose qui modifie le rapport social qu'il est possible d'imaginer, de faire quelque chose qui n'est plus capitaliste. Et donc de voir enfin qu'est-ce que c'est. Parce que pour le moment, effectivement, on ne peut que l'imaginer, et donc que le penser avec ce que ce monde-là nous donne pour penser. Mais donc voilà, je pense que moi je suis assez d'accord. Il y a effectivement comme s'autoriser à
à imaginer d'aller au-delà. Après, entre s'autoriser à imaginer et accomplir, évidemment, il y a une grosse différence. On est tous d'accord que précisément, c'est le fait d'agir et donc le fait de lutter qui provoque les réels changements. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose que même au sein des mouvements utopistes, ou ce qu'on peut lire, que ce soit ancien ou actuel, j'ai l'impression que ce qu'on s'autorise pas à rêver d'une certaine manière dans ces utopies, et ce qui dit quelque chose aussi de la critique qu'on fait du monde actuel à mon avis, ce qu'on s'autorise pas à espérer, c'est un monde où l'état des choses est instable en fait, et où le processus serait jamais fini d'une certaine manière, et où la question des rapports de force entre les perspectives autoritaires qui parcourent le monde et les perspectives émancipatrices serait quelque chose qui se joue tout le temps, parce que j'ai l'impression que ce qui se rêve la plupart du temps, c'est des positions stables en fait. C'est des positions où l'émancipation, la liberté, l'absence d'argent ou de travail sont des situations établies dans le monde, on va dire, qui suivent un peu, si on fait le schéma classique un peu neuneux, l'étape de chaos du processus révolutionnaire, et donc sont des récits de restabilisation, on va dire, de la société dans quelque chose qui irait à la personne qui écrit ou les personnes qui écrivent si c'est collectif. Et je trouve ça dommage qu'il n'existe pas plus d'utopies pour le coup qui se permettent de rêver le fait que la situation soit instable. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que le processus soit pas terminé. Mais c'est aussi parce que je pense que dans la critique du monde actuel, c'est rarement cette stabilité-là qui est accusée. C'est-à-dire qu'on pointe souvent le fait que l'État est bancal, qu'il n'aide pas assez les uns les autres. C'est rarement sa stabilité en fait économique, sociale, ces soubassements nombreux qui sont remis en cause fondamentalement, je trouve. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un truc qui me pose question depuis longtemps sur le rapport à l'utopie, et je pense que j'ai mis le doigt un peu dessus sur le fait qu'on ne s'autorise pas à espérer le fait que la situation soit jamais résolue en fait. Mais c'est pas très confortable. Et j'ai l'impression que ça ouvre justement une opposition qu'il y a, qui serait celle entre l'utopie, si on l'entend vraiment dans ce sens, qui met un peu en mouvement, qui va tout le temps avec la critique de ce qu'il y a, et ces espèces de présentation de situation où ça y est, il y aurait la liberté et tout est confortable. C'est une espèce d'état de béatitude, de bonheur stable, machin. Et du coup, oui, j'ai l'impression que ça s'incarne un peu dans une opposition entre aspirer à trouver enfin un moment où on n'aurait plus à se préoccuper de la lutte, et au contraire, une espèce d'utopie qui est celle que tu ouvres, que je trouve aussi plus intéressante et qui s'est peu formulée dans des textes, qui est une utopie où il y a tout le temps des processus, des luttes. C'est Mad Max Fury Road. Il y a un peu ça dans l'image, dans les dystopies, un peu et ça, dans les ouais. films post-apocalyptiques. Pareil. Et ça, ouais. que, paradoxalement, souvent, par exemple, ce genre de film, Mad Max Fury Road ou d'autres, ou des situations comme ça, chaotiques, décrites, machin, peuvent venir justement servir, du coup, être des dystopies en fait, venir rassurer le spectateur sur le fait que notre système actuel a au moins l'avantage d'être un système, et que il a au moins une cohérence qui existe et qui a un début, une fin, peut-être avec des dysfonctionnements qui sont à résoudre par la démocratie, mais que c'est en tout cas c'est un ensemble cohérent, et que les situations dystopiques sont pas spécialement espérantes parce que justement c'est beaucoup de privation pour beaucoup de gens, d'autres galères qu'on n'a plus peut-être aujourd'hui, voilà, tout un tas de choses comme ça. Et du coup pour moi ça dit quelque chose aussi, le fait qu'il n'y ait pas des propositions comme ça en termes d'utopie vraiment sur les critiques apportées à ce monde, et qui, à mon avis il y en a une assez fondamentale qui serait que la situation est verrouillée en fait par un pouvoir qui se permet de la verrouiller parce qu'il l'a, et que ce qu'on cherche aussi c'est le déblocage de cette situation, et que ce verrouillage là du système de gouvernementation des uns et des autres ne soit plus réalisable en fait. Moi je suis pas... Enfin oui, je vois ce que tu veux dire sur les questions, parce que je reviens du coup sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur les questions de stable, instable, qu'il n'y a pas beaucoup d'utopies qui font le pari, enfin, ou qui décrivent des mondes qui restent instables. Moi je suis pas tout ça... typiquement dans Utopie 2021, je trouve que ça tend vers un truc comme ça, parce que justement il y a la question des trois parties, mais ce qui n'a pas été dit tout à l'heure, c'est que
et que, en tout cas, moi, j'ai eu cette impression-là, c'est que les trois parties, le truc un peu après la Révolution, pendant la Révolution, avant la Révolution, enfin, la dernière partie, c'est maintenant, quoi, mais du coup, avant la Révolution, elles ont les mêmes formes, en fait, et que la question... les questions qui se posent après la Révolution sont les mêmes qui se posent pendant la Révolution et qui sont les mêmes qui se posent pendant les luttes maintenant avant la Révolution. Et que du coup, la question de est-ce que c'est stable, instable, c'est une situation qui reste dans une forme d'instabilité, ou en tout cas le conflit il existe toujours, la lutte elle existe toujours, même dans la première partie qui est censée se passer après la Révolution. Enfin, les trois parties sont assez... séparés de manière assez superficielle, plus sur un truc j'ai l'impression de forme littéraire, quoi, mais sont assez connectés les unes aux autres dans ce qu'elles racontent, je trouve. Je suis d'accord. Je suis d'accord, et dans la première partie qui est censée effectivement décrire donc le monde du communisme, il y a une phrase, où je ne pourrais pas la citer exactement, mais qui dit que c'est un monde qui évolue sans cesse et on ne sait pas où il va en fait. Et du coup, mais alors là où je nuancerais un peu par contre, c'est sur la stabilité actuelle. Parce que, en fait, la stabilité, moi, j'y crois pas. C'est peut-être un monde, le monde du capitalisme, qui essaye de se présenter comme un monde très rationnel, très stable, qui repose sur des bases solides, etc. C'est sûr que c'est pas vrai. Et c'est sûr que mais d'ailleurs, comme l'histoire humaine, je pense, l'a toujours été, c'est une évolution perpétuelle. Ça, c'est, par contre, tu vois, il y a plus. En fait, je me demande si, du coup, j'entends très bien ce que tu dis dans la critique, mais je me demande si c'est pas une critique qui est adressée en fait à son idéologie. De se présenter justement comme une réponse, une stabilité, quelque chose, mais tout en soulignant qu'en fait, réellement, ça ne l'est pas. Réellement, il y a un déséquilibre dynamique dans le fonctionnement même du capitalisme et de la valeur qui, de toute façon, ne repose sur aucune stabilité. Et d'ailleurs, c'est bien aussi parce que ce monde est comme ça qu'on peut espérer le moment où il sort de sa course, de sa trajectoire, avant de rentrer dans le mur, donc, en espérant donc avant de rentrer dans le mur qu'il sorte de sa trajectoire. Et ce qui permet d'espérer, c'est précisément le fait qu'il est quand même en mouvement, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? En gros, oui, je suis d'accord avec toi que la situation n'est pas réellement verrouillée, dans le sens où des possibles existent, et où même le fait, en gros, que le capitalisme est quelque chose de contingent, qui peut être amené à être détruit, en fait, et c'est ça la perspective que ça offre. Mais du coup, ce qui serait à critiquer plutôt, c'est la tension vers la stabilité, c'est-à-dire la perspective qui serait de vouloir stabiliser la situation. Et je pense que c'est une critique importante qui amène aussi des choix dans ce qu'on fait dans les luttes, et qui amène aussi en fait des perspectives très concrètes, et des conflits avec les différents organes dans un mouvement social qui se mettent en place de chercher à stabiliser la situation de la révolte, à la stabiliser du coup pour l'emmener. Stabiliser, ça veut pas dire la faire rester au point mort forcément, ça peut être pour l'emmener dans une direction qui est souhaitable et établie dans un je sais pas, autour d'une table avec un bureau. Et je pense que ça amène aussi cette critique-là, des dynamiques, on va dire, directionnelles, qui prennent la direction de la chose, par la stabilisation en fait, de la colère. Moi, pour revenir sur la question de l'imaginaire qui traverse plus, j'ai l'impression, la période actuelle, et qui est justement pas un imaginaire qui va vers un horizon différent de notre monde, etc. C'est que j'ai l'impression que ce qui anime beaucoup les luttes aujourd'hui, enfin en tout cas une tendance dans les luttes qui est à mon avis un peu la même que la tendance démocrate, c'est l'idée de rejouer ou de se prendre comme étant en train de rejouer une sorte de forme de Révolution française, avec toute cette espèce de figure qui est faite de Macron, d'une sorte de roi, etc. Le fait que y ait cette reprise de l'imaginaire de la Révolution, je sais pas, des tags, Macron, avec l'utopie de la guillotine etc. et de la voilà, terreur. exactement, ouais. Et qui, à mon avis, est un imaginaire qui est apparu avec les Gilets jaunes, et qui allait beaucoup sur un truc de se jouer ou de se voir comme le peuple
ou qui est un truc assez nationaliste, quoi, de peuple français qui serait en révolte contre son monarque et qui voudrait le décapiter, en finir avec lui, etc. Mais moi, il me semble pas que ce soit hyper présent dans ce mouvement-là, justement. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus d'inventivité que ça, et voilà. Mais en même temps, c'est quand même une tendance qui existe. Hein. Pour être honnête, à mon avis, je pense que c'est des gens qui essayent de faire rejouer quelque chose qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, effectivement, c'est-à-dire à peu près la partie la moins intéressante de ce mouvement social, qui essayent de, on va dire, recapitaliser sur cet élan qu'il y avait eu assez patriotique, en faisant des échos à ce qui se passait. Il y a eu quelques tags 1789, je sais plus où, il y avait eu des trucs effectivement des images de le soir à la Macron, Concorde. mais aussi moi je trouve que c'est des trucs qui restent quand même assez minoritaires et où il y a beaucoup d'autres références dans le mouvement. Je trouve ça pour le coup assez foisonnant. Ça va de mai 68 à 2005 à la Commune de Paris. Je trouve que ça en passe par beaucoup de choses et que c'est plutôt intéressant. Et je pense que ces relents-là patriotiques, c'est des gens qui essayent de faire de la politique autour de ce qu'il y a eu un peu de moins intéressant pour les Gilets jaunes, qui était quand même quelque chose de fédérateur. Enfin, ça faisait quand même pas mal sortir les gens dans la rue, à mon avis, à cette époque-là. Et ça peut redevenir le cas. Mais voilà, je verrai. Moi, j'ai l'impression que juste sur le truc du 49.3, tout ça, machin, se rejoue cette idée-là d'un espèce de pouvoir extrêmement autoritaire dans ses prises de décision, etc. Même, j'ai l'impression que peut-être même la forme répressive que prennent que prend l'État depuis quelques semaines sert aussi ou appuie en tout cas les porteurs de ce discours. Par ailleurs, je suis pas d'accord que c'est minoritaire. Enfin, c'est une tendance du mouvement, mais je pense pas que ce soit une tendance qui soit insignifiante. Par ailleurs, je pense qu'elle est beaucoup plus présente que celle qui compare le mouvement à la Commune ou à mai 68 ou à 2005. Et que c'est une tendance qu'il faut combattre, bien évidemment. Mais ce truc-là de brûler Macron, etc., machin, ça s'est fait dans plusieurs villes. Ces tags-là, ils sont quand même assez fréquents. Et enfin, moi, c'est plus sur l'idée que la critique du démocratisme, elle va avec la critique aussi de la proposition d'un autre... de réfléchir la lutte sur d'autres perspectives d'imaginaire, avec d'autres références. C'est aussi sortir de la question démocratique, je pense. Parce que c'est, à mon avis, 1789 joue un rôle d'une vraie démocratie, du moment révolutionnaire qui a conduit à la démocratie en France, machin, etc. Et que du coup, c'est aussi ça qui est agité dans cet imaginaire-là. Enfin, c'est à mon avis les tendances démocratiques. C'est l'idée d'une refondation avec une constituante qui permettrait d'arriver à la 6ème République. Voilà, dont les partis et les syndicats se saisissent. Moi, je suis pas sûr que ça soit autre chose là pour l'instant que des manœuvres politiques qui amènent à une des seules propositions un peu constituée de la gauche actuellement, qui est la proposition de la 6ème République, mais j'ai pas du tout l'impression que ça prenne tant que ça dans ce mouvement-là, qui m'a l'air d'être beaucoup moins... moi, j'ai plutôt l'impression qu'il n'y a pas un imaginaire très unifié dans ce mouvement-là pour l'instant, et que c'est plutôt une bonne chose. Et moi je suis pas d'accord avec ta critique. Il y a quand même une chose que le 49.3 a posée, qui se pose vraiment de manière, vraiment là, pour le coup, très politicienne, médiatique, c'est une sorte d'opposition entre la légitimité de la loi et la légitimité de la rue. Ça a vraiment été posé presque tel quel. Et d'ailleurs, même un politicien comme Mélenchon, quand il parle de censure populaire ou je sais pas trop quoi, c'est vraiment cette idée-là. Et c'est là-dedans qu'ils rentrent dans leur débat. Alors c'est un débat évidemment en grande partie faux, aliéné, tout ce qu'on veut. C'est la légitimité de la rue, c'est effectivement l'imaginaire beaucoup de la Révolution. C'est vraiment l'idée que la République légale actuelle elle-même est née de la rue, donc du coup la rue devrait pouvoir la destituer, mais du coup c'est toujours dans une perspective de refonder en effet une République à nouveau.
Mais néanmoins, parler comme ça, de manière aussi ouverte, je ne sais pas trop où, un peu partout dans les médias, de légitimité de la rue, en tout cas, se poser la question, c'est quand même un retour à quelque chose qui n'était plus trop là depuis un certain temps. Et en vrai, c'est dans des termes aliénés, parce que là, quand on parle d'imaginaire, etc., c'est compliqué quand même, parce que je ne vois pas comment des mouvements qui... Enfin, je vois pas comment on peut imaginer, c'est même plus imaginer, comment on peut penser que même un mouvement qui irait très loin ne commence pas dans des formes totalement aliénées et idéologiques. Parce qu'en fait, forcément, il le fait. Et forcément, il se pose d'abord dans ces termes-là, parce que c'est ça, la pensée dans laquelle on baigne. Et ce qui peut émerger de différents, en termes justement d'imaginaire, de représentation, etc., c'est le mouvement lui-même qui doit le créer. Et il ne peut le créer qu'en s'approfondissant. Donc du coup, il y a quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les formuler, ces trucs-là, parce qu'il faut les formuler, évidemment, même en avance, mais les formuler en espérant qu'à un moment donné, ça rencontre un écho qui provoque des reformulations dans le mouvement lui-même, qui du coup deviennent beaucoup plus adéquates à ce mouvement et beaucoup plus entendables et beaucoup plus audibles, etc. Et du coup, vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, bon, c'est un peu l'œuf et la poule, mais bien sûr qu'il faut promouvoir une critique plus radicale, il faut parler, ouvrir les imaginaires, il faut sortir, il faut critiquer les références à la Révolution française, critiquer les références à la démocratie en permanence. Mais en vrai, c'est un peu logique aussi que ces mouvements soient englués là-dedans dans leur début, quoi. C'est vraiment le moment où ils sortent de tous les cadres, et y compris des cadres idéologiques, les choses s'entraînant les unes les autres, en fait, qu'ils commencent à produire des choses un peu plus intéressantes. Après, en parlant d'imaginaire, pareil, les mouvements, là, ils ont été dans un imaginaire ouvriériste pendant très longtemps. Là, l'effondrement de l'identité ouvrière, on va dire, et du bloc de l'Est et des partis communistes a évacué ce truc-là, l'a délité, l'a fait comme s'il n'existe plus. Donc là, il y a une espèce de retour idéologique à la Révolution française, comme une espèce de truc qui remplit un vide de qu'est-ce que c'est que l'imaginaire révolutionnaire. Voilà, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre de disponible, mais aussi parce que le capitalisme, en tant que rapport social, il produit pas beaucoup d'autres choses, ou de manière très marginale, des pensées beaucoup plus critiques comme celles qu'on peut exprimer. Et pour que ces pensées beaucoup plus critiques et ces imaginaires beaucoup plus critiques s'imposent, pour moi, il n'y a qu'une seule manière, c'est vraiment le moment où les mouvements s'approfondissent en sortant d'une manière ou d'une autre, quel que soit après ce qui peut le provoquer, en sortant de ce qu'on attend d'eux, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est que le fait qu'il y ait ce genre de tendance dans un mouvement, moi je trouve ça quand même intéressant qu'un mouvement soit composé de plusieurs tendances sur une espèce de prise de recul comme ça, qu'il y ait des références diverses et variées, y compris certaines avec lesquelles moi je suis en profond désaccord et nous aussi autour de cette table. Et après, faut bien comprendre que ça, c'est un discours de réflexion sur ce qui est en train de se passer, et que c'est pas du tout une éloge de la confusion comme ça pourrait l'être, partant du principe que au sein des luttes, être force d'opposition et de conflit avec ceux avec quoi on n'est pas d'accord, c'est-à-dire ce qu'on estime être réactionnaire, empêchant, limitant, même sur le long terme et dans le développement d'un processus machin, ces choses-là doivent être combattues. Et il n'y a pas 1 milliard de personnes qui vont le faire de fait. Mais sur ce truc là de prendre un peu de recul et comprendre comment est le mouvement, je trouve ça intéressant de voir qu'il est foisonnant. Moi je serais bien revenue sur ce que tu viens de dire tout à l'heure là, sur le fait que l'utopie elle remplit un vide. Je pense que aussi les références à 89 ou je sais pas quoi, même si on peut pas, je pense, leur donner un statut aussi construit que celui d'une utopie, mais elles sont aussi là, enfin ces espèces de références imaginaires à des imaginaires, ça évoque des imaginaires qui sont là pour remplir des vides. Je pense que c'est pas une critique, enfin c'est pas en soi critiquable. Enfin je pense que la question de remplir du vide, c'est la question qu'on se pose en tant qu'être humain, que tout un chacun se pose tout le temps. Enfin je pense qu'on peut souscrire aux analyses de Pascal sur cette question, et que remplir un vide, c'est pas forcément ne rien faire en fait. Enfin que l'activité humaine
remplit un vide, on est tout le temps au bord d'un vide. Là, pendant qu'on parle, on a un camarade qui est, entre la vie et la mort suite à Sainte-Soline, et il y a d'autres, 200 blessés hyper graves, et quelques-uns, 2 ou 3 autres qui sont plus considérés comme entre la vie et la mort, mais qui sont quand même très mal. Voilà. Et donc, je pense que, enfin, bon, bref, sur les statuts médicaux, tout ça, c'est pas forcément hyper précis ce que je dis, mais en tout cas, il y a des moments où la mort, elle est frôlée collectivement de très près, voire elle est traversée, même si c'est pas, heureusement pas très courant, mais je pense que c'est quelque chose qui existe, enfin qui est si c'est pas palpable, ben ça, le moment où ça le devient, c'est un peu dur, où ça se palpe. En tout cas, c'est là, quoi. Et du coup, je trouvais ça peut-être intéressant d'interroger le rapport entre l'utopie et le nihilisme, comme étant le nihilisme étant une espèce de tentation de plonger dans cette espèce de vide qu'on frôle tout le temps, et au bord duquel on se tient, quoi. Et l'utopie étant l'espèce de revers de cette pièce-là, et étant ce qui vient remplir de positivité ce vide-là. Mais ces deux positions, pour moi, elles sont en tension, mais elles sont tout le temps présentes l'une comme l'autre, en fait. Et j'ai l'impression que qu'on peut, par exemple, on peut considérer que un espèce d'activisme effréné, c'est une manière de se plonger d'aller frontalement vers ce vide, quitte à éventuellement se dire que on peut se retrouver dans un champ à découvert sous des pluies de grenades, face à une méga bassine, et peut-être en mourir, ou voilà. Et que le contraire de ça, qui serait on s'installe dans un fauteuil en fumant la pipe et en inventant une utopie, et finalement je sais pas comment dire, les deux sont, enfin il y en a un, enfin les deux tensions sont présentes, enfin on est traversé par cette espèce de double postulation là, et voilà, je sais pas, je pense, je sais, ouais. C'est un peu... Ce qui m'apparaît hyper intéressant, mais je serais pas tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est en fait, j'ai l'impression que l'opposition que tu distingues, en fait, cette tension dont tu parles, et qui est en effet très très vraie, elle oppose pas nihilisme et utopie à proprement parler, mais je pense qu'elle oppose l'utopie comme ailleurs, un ailleurs, et l'ici et maintenant. C'est-à-dire, est-ce que je me bats ici et maintenant? Est-ce que je prends les risques d'aller à Sainte-Soline, etc., ici et maintenant? Ou est-ce que je vais pas risquer ma vie ici et maintenant, mais je peux stratégiquement, par exemple, je sais pas, penser à d'autres actions pour aller plutôt vers un ailleurs? Et ce que je trouve hyper intéressant, par contre, c'est cette question du nihilisme, c'est-à-dire cette question du vide, qui peut être, pour le coup, dangereuse autant pour un individu que même pour un mouvement en général. C'est, en fait, j'ai le sentiment que autant l'utopie, l'ailleurs, et l'ici et maintenant, le Ikinunk, peuvent être nihilistes, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui va foncer, tête baissée, dans le Ikinunk maintenant, et sans penser en niant, en fait, tout le futur qu'il peut y avoir et tout le passé qu'il y a pu y avoir, et qui s'inscrit dans un présent, en fait, qui est absolu, c'est-à-dire coupé d'un ailleurs, il devient nihiliste. Et inversement, quelqu'un qui va être que dans l'utopie, qui va être que dans l'ailleurs, dans le passé, dans le futur, il vole comme ça. Et ben, pareil, c'est aussi une posture nihiliste qui qui nie plus ou moins l'importance du présent, en fait, l'importance de ce qui se passe maintenant. Et en fait, tant que ces deux postures sont pas mises ensemble, il y a ce nihilisme rampant qui peut parfois amener à des excès qui sont dommageables dans tous les sens possibles.
C'est plutôt comme ça que je poserais en fait cette opposition. Et pour le coup, pendant toute notre discussion jusqu'ici, cette opposition elle a été abordée en filigrane tout le temps. Sur la question de la stabilité et de l'instabilité, sur la question de sortir du cadre ou de rester dans le cadre. En fait, il y a un truc qui, moi, m'a interpellé depuis le début de ces discussions, c'est qu'à un moment donné, on a dit que les imaginaires étaient bloqués. Et juste après, on a quand même évoqué des dystopies comme comme Mad Max, etc. Et donc, en fait, les imaginaires ne sont pas bloqués. Ça existe bel et bien des imaginaires qui sont des critiques radicales. Mais par contre, ce qui est bloqué, c'est notre rapport à l'imaginaire. Et c'est ça, en fait, qui, pour le coup, va m'intéresser et que j'aimerais exposer ici. C'est que, en fait, je pense que ce qui aujourd'hui inhibe énormément de capacité de notre capacité d'action, en fait, c'est pas que, en gros, on ne puisse penser qu'à la démocratie. Si vraiment notre imaginaire était bloqué sur la démocratie, on serait tous plus ou moins des individus pathologiques avec un problème dans l'esprit. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Démocratie. Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi? Démocratie. Démocratie. Non, je pense que les gens sont capables d'imaginer beaucoup d'autres choses. Mais que, par contre, là où ça devient difficile, c'est que toutes ces choses sont virtuelles et qu'elles ne passent jamais dans l'acte. Ou à l'inverse, quand les gens passent à l'acte, c'est souvent un truc qui est dans un présent hyper important, mais qui est coupé du virtuel qu'on pourrait imaginer. À chaque fois, c'est une coupure, c'est une rupture. Et je ne pense pas que les gens n'ont pas d'imaginaire autre que démocratique, mais par contre, je pense que à chaque fois qu'on leur propose une utopie, comme cette utopie, alors ça, je pense qu'il y a plein de mécanismes, notamment la surabondance de la visibilité dans notre société actuelle, le fait que sur Netflix, on ait plein de séries, qu'il y ait plein de bouquins, qu'il y ait plein d'œuvres que je connais pas toutes les œuvres, j'ai pas lu tout, j'ai pas tout vu, mais le fait que en fait, l'imagination, elle est paradoxalement exponentielle. Aujourd'hui, on peut vraiment nous montrer plein d'images, plein de lieux, plein de trucs. Avec les écrans, avec la virtualité, on peut aller partout. Mais en fait, ce partout, il est nulle part, en fait. Il n'est pas là. Et donc, l'imaginaire, il est bien là. C'est juste qu'il n'est pas avec nous. Et on désapprend tellement aux gens à allier l'imaginaire avec l'action pratique, le présent, le futur avec le présent, que quand les gens pensent bon ok maintenant il faut se bouger le cul, il faut agir, ben ils ont plus ou moins cette sorte de désillusion qui est bah ok on agit mais c'est hyper spontané, c'est hyper tactique, pragmatique, mais c'est pas du tout lié à l'imaginaire et l'utopie, parce que bon l'utopie ça craint un peu du cul quoi, excusez-moi, mais genre c'est des gars qui vont venir nous vendre un programme idéologique ou machin, qui vont m'embobiner ou je sais pas trop quoi. Toute la difficulté réside à allier les deux ensemble. Et donc pour moi les imaginaires sont pas bloqués, ils sont juste aliénés. C'est-à-dire qu'on a plein d'imaginaires mais il est pas à nous. À chaque fois il est ailleurs quoi. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Mais après j'ai l'impression, enfin oui, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi, que l'aliénation de l'imaginaire, il va avec une aliénation des pratiques et qui ça peut que le fait de sortir de cette aliénation, ça peut que passer, je pense, dans les moments de lutte. Et je pense que dans les mouvements, c'est un peu les moments où s'expérimente sous plein de formes et de plein de manières le fait de sortir de cette aliénation. Et qu'il y a surtout une espèce de floraison d'ensemble de choses qui sortent de cette aliénation. Mais j'ai l'impression que les forces qui sont aliénés qui sont aliénés par l'imaginaire, aliènent aussi, cherchent en permanence à aliéner les pratiques et que cette aliénation des pratiques aliène aussi l'imaginaire. Le fait que la plupart du temps une assemblée générale se soit pensée comme un moment où vont se voter toute une série de choses à faire et ni qu'elle soit envisagée comme un moment de discussion et d'élaboration, ni comme un moment de réflexion sur ce qui se passe, qui donne ensuite... en fait c'est la même chose, mais mais que ce soit pas pensé comme un moment en gros d'élaboration et de réflexion collective qui ensuite qui peut mener à 12 horizons possibles, etc. Et qui est toujours le fait
se référer à une question de vote, à une question de décision majoritaire qui va ensuite faire que les gens ils seront obligés de se plier à cette décision majoritaire, ce qui est d'ailleurs la plupart du temps est faux, puisque des gens votent des trucs qu'ils font pas après. Moi j'ai l'impression qu'il y a des forces qui font en sorte que cet imaginaire soit pas dépassé ou réapproprié, etc. Je sais pas si c'est un bon terme, mais et que pour le coup j'ai l'impression que les moments de spontanéité ils créent de nouveaux imaginaires où ils se relient avec peut-être de nouvelles formes, quoi. Je sais pas, t'as parlé des émeutes de 2005, mais je pense que personne n'aurait fait le lien peut-être dans le mouvement avec cette référence-là s'il n'y avait pas eu toutes ces manifs sauvages nocturnes et des moments un peu émeutiers dans le mouvement. Oui, c'est sûr ça, mais de toute façon les références et les échos historiques et même les dépassements en fait, ou les ouvertures de perspectives, ça se fait par la pratique. Je veux dire, c'est ce qui se passe qui fait du lien avec ce qui s'est déjà passé avant, avec ce qui est possible pour la suite. Et c'est pour ça que en préparant la discussion, ou je sais plus si c'était maintenant tout de suite qu'on l'a évoqué, mais tu disais la question de l'utopie, ça évoque la question de la place de la théorie. Mais moi je pense qu'il y a de ça que c'est ce qui se passe, ce qui se passe pratiquement qui écrit l'histoire et qui influe aussi sur les références au passé et sur les perspectives d'avenir. Voilà. Après peut-être on peut approfondir la question de la discussion à ce niveau-là. C'est pas du tout ce que je disais, c'est pas du tout pour dire la théorie n'a aucune place nulle part, l'utopie n'a aucune place nulle part du tout. Mais je pense par exemple la question des références et tout, c'est beaucoup par la pratique que ça passe. Et c'est aussi par la pratique que le pouvoir se prend. Enfin, je veux dire sur les questions de tendance autoritaire ou de récupération politique, c'est aussi sur le terrain de la lutte que se fait la récupération politique, et c'est aussi là où il y a l'espace pour lutter contre, pratiquement, et ça ouvre beaucoup de possibles. Après, j'ai l'impression, peut-être pour rajouter une complexité ou un point dans ce qui a été discuté, qui est que je pense que la question de l'utopie, ou la question de ne pas être aliéné par les pratiques ou par l'imaginaire, et qui est un espèce de double mouvement. Je pense que ça passe aussi par une transmission ou un savoir de la part des gens qui ont lutté ou d'un intérêt pour effectivement ce qui a eu lieu, etc. Donc qui est du coup pas être déconnecté dans la pratique de ce qu'a pu se jouer avant, etc. Et par ailleurs s'inspirer de ce qui a pu être fait pour essayer de le repenser sur est-ce que ça peut pas être une des perspectives de dépassement aujourd'hui, et que j'ai l'impression que cette transmission-là, elle a été à un moment, il y a eu une rupture dans cette transmission et que beaucoup de tâtonnements, etc., peut-être viennent de ce moment-là. On pourrait dire à partir de ce que tu dis que la perspective révolutionnaire, elle a besoin d'uchronie plus que d'utopie, peut-être, si ça se trouve. Ça, je trouve ça intéressant. Et si les anti-autoritaires avaient gagné en 1917 Voilà, d'aller même au-delà de l'anachronisme dans une sorte d'uchronie, de rendre à nouveau présent, enfin de retrouver des liens actualisés avec des aspirations révolutionnaires d'autres temps, quoi. Carrément. Alors avec le futur, ça me semble beaucoup plus nébuleux, mais tout de suite. Tu vas pas en 2512. Tout de suite. Ça veut plus Parce que dire. mine de rien, le passé a existé, tandis que le futur. C'est un peu
l'intérêt qu'il n'ait pas encore existé d'ailleurs. C'est un peu l'intérêt. Ouais. Les émeutes là sur Ganymède en 2372 là. Le général Trant a complètement réprimé le mouvement. C'est ça. Non mais je pense sérieusement qu'on peut beaucoup s'inspirer de références à quelque chose de l'ordre d'une utopie du futur, enfin d'Uchronie, pour un peu minorer au présent le poids des programmes, de comment on va faire pour se nourrir, comment on va faire pour s'organiser, machin. Je pense que des formes d'espoir mais on sait pas comment ça se passera après la révolution, peut-être que on aura des vaisseaux spatiaux qui nous permettront de je sais pas avoir des repas à volonté. Ça permet d'un coup de balayer la question de la gestion. Balaye au pas du présent, tout. En tout cas, c'est une manière de faire particulièrement confiance à l'inventivité qu'on aura dans un processus Moi, je suis révolutionnaire. assez d'accord. Enfin, si on part du principe que la révolution, c'est quand même l'ouverture du champ des possibles de l'humanité, peut-être que... Mais si tu veux des vaisseaux spatiaux qui t'offrent des repas à volonté, le capitalisme il pourrait te l'offrir. Le rabat-joie. Non, parce que ce serait sans rapport marchand. Vive le capitalisme. Tu penses qu'on sera dans des vieilles fermes nulles avec des carabines en attendant qu'il y ait des mecs qui essayent de voler notre pain. À bouffer des criquets. Notre mauvais pain. Parce qu'on Mauvais n'aura plus pain, de levure. Mal produit parce qu'en plus on aura oublié comment on fait du pain. Ouais, je sais pas si on peut conclure ce genre de discussion. On a surtout effleuré, évidemment, forcément, un certain nombre de questions. Par exemple, ça a été évoqué très rapidement, le rapport que moi je fais effectivement entre critique ou théorie et utopie, ou même la question du sens, en fait, du sens qu'on donne à notre manière d'agir, à pourquoi on agit, etc. C'était évoqué aussi dans ce rapport entre nihilisme et utopie très rapidement. Bon, c'est loin de pouvoir conclure. C'est vrai que le livre que j'ai écrit, il est beaucoup plus centré effectivement sur cette question du rapport entre théorie et utopie, et du coup de qu'est-ce que c'est que le rôle d'une théorie critique, à quoi ça sert. Et globalement, en 2 mots, ça sert évidemment pas à dire ce qu'il faut faire, mais plutôt à arriver à nommer ce qu'on est en train de faire, ce qui est déjà pas mal. Donc à réfléchir sur ce qui se passe, à réfléchir sur les pratiques qui sont en cours. Et du coup, c'est à ça que sert la théorie, selon moi, et c'est aussi à ça que sert l'utopie. La question plus subjective, plus émotionnelle, du sens, de l'importance de l'imaginaire, etc., je l'ai un peu laissé de côté, en fait, dans ce livre-là. Mais voilà, c'est évidemment quand même présent avec l'utopie. Oui, c'est ça, voilà, mais c'est ça, il n'y a pas forcément besoin non plus de le développer pour que ça soit là, quoi. Et voilà, ça, on l'a abordé même encore un petit peu moins dans cette discussion, mais c'est aussi un point, je trouve effectivement intéressant, important. Je pense qu'il y a la question de la satisfaction aussi. Je veux dire, l'utopie, elle satisfait. C'est effectivement imaginer des vaisseaux, je sais pas quoi. Non, l'utopie, elle satisfait quelque chose, et elle satisfait quelque chose alors que pour agir autrement que ce qui est prévu ou ce qui est normal, il y a besoin de partir d'une insatisfaction, en fait. Et il y a besoin je pense pas que que ça soit la recherche de satisfaction qui amène à attaquer ce monde. Je pense que c'est le point de départ de l'insatisfaction, et que la question après c'est jusqu'à quel point enfin, qu'est-ce qu'on en fait de cette insatisfaction là, et jusqu'à quel point on se persuade qu'on y reste. Ce serait ça le nihilisme. Ça serait le nihilisme achevé, on pourrait dire, serait considéré que aucune satisfaction n'étant souhaitable ou possible, et ben on reste dans le fait de creuser ce sillon là, quoi. Ouais, après voilà, tu vas être je pense que formuler une utopie, c'est aussi formuler une insatisfaction, parce que précisément c'est une utopie, donc ce n'est pas là, donc c'est pas ce qu'on vit. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est comme, pour moi, c'est pour ça que c'est lié à la critique.
et à la théorie, c'est qu'en fait, c'est bien parce qu'on critique ce monde-là, parce que voilà, il y a quelque chose qui convient pas dans ce monde-là, dans ces catégories, qu'on essaye d'en imaginer d'autres, et en les imaginant, et donc en donnant du coup une sorte de définition positive à notre critique du capital, on montre par là même, évidemment, que c'est pas ça qu'on est en train de vivre. Et du coup, je pense qu'on est aussi dans une forme d'insatisfaction, simplement, voilà, c'est ce que je disais quand on préparait l'émission, simplement quand on le formule sous cette forme positive. En plus, moi je trouve que du coup on est obligé de préciser certaines choses et par exemple un certain anticapitalisme ou un certain anti-travail qui reste très superficiel, lorsqu'on le formule de manière positive, montre justement sa superficialité. C'est-à-dire que lorsqu'on dit voilà, quelqu'un qui est anticapitaliste, mais du coup toi tu imagines quoi et que tu dis juste il y aurait moins de finances et juste des gens, des petites entreprises qui travaillent voilà, et des petites entreprises qui seraient où ça serait à sa juste valeur, voilà, donc en fait non, c'est le capitalisme et pareil par rapport au travail. Donc effectivement, je pense que c'est, pour moi, il y a cet aspect-là qui est important dans l'utopie, qui est d'être une espèce de complément en fait de la critique et de la théorie. Voilà, et c'est ça que j'ai vraiment voulu développer dans le livre. Mais après, effectivement, il y a encore plein d'autres usages, plein d'autres choses que ça véhicule, comme l'Uchronie, comme le souvenir même fantasmé et imaginaire des luttes passées, comme toutes sortes de choses en fait. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la démocratie pendant qu'on discutait, comme exemple de choses que l'utopie pourrait permettre de mieux comprendre et mieux critiquer et qui freinent la vie et la lutte. Mais c'est vrai que le travail, c'est aussi vraiment quelque chose qui, perpétuellement dans les discours, il y a toujours une recherche de comment faire le travail bien, comment faire le travail mieux. Mais ça, pour le coup, ça va, je pense que ça traverse tout le spectre politique comme réflexion. Et que la question de s'en passer, et de rêver de s'en passer, et d'imaginer de s'en passer, et du coup d'essayer d'en critiquer en fait les fondamentaux, elle est rarement posée en tant que telle. Voilà. Après, je suis pas obligé d'en débattre des heures, mais non, mais c'est un des grands sujets sur lesquels très vite, dès que tu parles avec quelqu'un, ça part très vite dans l'élaboration absurde, moi je trouve, on aura tel type de poste, il va falloir s'organiser comme ci, comme ça, avec des idées parfois très précises, peut-être des fois réalisables même, et c'est d'autant plus de la merde, mais ça va très vite ce genre de discussion, ça peut être même pas inintéressant. Enfin, voilà, je pense que c'est un sujet qui aborde souvent cette question-là de l'utopie. En fait. Je pense que la question de l'utopie, c'est justement de dire que tout ceci est fictif et pas un programme, et que je pense que c'est pour le coup en contradiction avec effectivement des pensées théoriques qui ont pu avoir lieu au 19e siècle notamment, qui sont très gestionnaires du moment de la Révolution ou de l'après-Révolution. Je sais pas, on peut penser, je pense à Kropotkin et à certains socialistes utopiques, où justement il y a cette question-là de à ce moment-là, il faudra que tel nombre de personnes produisent du pain parce qu'on n'aura plus de pain. Puis tel nombre de gens ils s'occuperont de faire du blé, etc. Et qu'effectivement ces questions-là elles sont très déconnectées de la pratique révolutionnaire, je pense. Et paradoxalement, moi je trouve très immatérielle alors qu'elle se voudrait très pragmatique. C'est-à-dire que moi je comprends la tension de chercher à se rapprocher de qu'est-ce que c'est faire la révolution, de se rapprocher du moment de la lutte, du moment, pas que de la lutte même, de l'élaboration collective de comment on vit. C'est une tension que je trouve intéressante parce que quand elle accompagne un mouvement réel, c'est une tension qui existe presque malgré nous. Elle est là, quoi, cette tension. Mais la poser en amont, comme c'est souvent le cas, en fait, ça devient plus du tout intéressant. Et après, moi, c'est un peu... c'est peut-être, je sais pas, mais je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas 10 000 théories ou utopies qui existent aujourd'hui sur comment les gens perçoivent après ce que c'est que le capitalisme, ou même qui rationalisent à mort la gestion de comment va se dérouler la révolution, etc. Parce que j'ai l'impression qu'avec ce florilège de choses qui sont très critiquables, ou qui pourraient même amener, qui iraient même avec des tendances révolutionnaires autoritaires, je pense que de fait,
un champ comme ça d'existence de ces théories ne ferait que nourrir de manière plus intéressante à la fois les nôtres et même la pratique et la perspective révolutionnaire. Voilà. Écrivez des textes. Radio Mad Max. Radio Mad Max. Radio Mad Max.